RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité est une invitée qui porte un nom connu, mais qui a su très vite se faire aussi un prénom. Bonjour Hélène Rossino. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Vous allez vers vos 32 ans. Vous êtes médecin en santé publique. Après des études aussi brillantes que longues, ou aussi longues que brillantes, comme vous voulez. Bac mention très bien en 2007, jusqu'au diplôme de docteur en santé publique et médecine sociale en 2019. Vous êtes fait connaître pour l'intérêt porté aux aidants, on y reviendra pendant l'émission. Et si j'ose dire, vous êtes porté aussi par les vagues Covid. Vous avez fait des interventions remarquées sur les réseaux sociaux, à la télévision, à propos des moyens mis en œuvre ou pas par les autorités, vous nous le direz, pour lutter contre la pandémie. Autant d'engagements sur lesquels donc nous reviendrons, je viens de le dire. On va présenter très rapidement votre parcours, votre bio, même si elle ne prétend pas à l'exhaustivité et qu'elle sera donc forcément incomplète. Je mentionnerai tout d'abord votre passion, qui m'a surpris quand j'ai découvert votre bio, pour le laiton. Qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre le laiton, qui est quand même une langue qui est parlée par à peu près les 2 millions de personnes ? Alors, il y a quelques années, j'avais un compagnon qui était laiton et qui m'a fait découvrir les pays baltes. Et je dois dire que, en découvrant les pays baltes, j'ai découvert leur histoire. Pas seulement la nature qui est absolument fantastique là-bas, mais vraiment l'histoire de ces tout petits pays qui représentent bien pour moi ce qu'est l'Europe aujourd'hui. J'en suis tombée amoureuse et le compagnon n'est plus là depuis longtemps, mais la passion pour les pays baltes est restée. Et c'est pour ça que je suis allée à l'INALCO, donc au Langso, faire 2 années et demie de laiton et géopolitique de la mer Baltique. En parallèle de votre internat, là. Exactement, en parallèle de mon internat. Parce que c'est quand même des occupations... vous aviez un temps quand même assez chargé. Ça m'occupait, oui. En sortant de mes stages la journée, j'allais de 18h à 22h à l'INALCO à Paris. Bon. Vous ne vous êtes pas contenté de vous muscler le cerveau, vous pratiquez aussi la musculation physique puisque vous faites du sport au quotidien, ce qui apprécie d'ailleurs pas toujours votre chat, vous m'aviez dit juste avant l'émission. Effectivement, mon chat déteste ça et comme on est en période de Covid, je reste plus souvent chez moi malheureusement qu'à la salle de gym. Mais j'adore tout ce qui est musculation, soulevé de poids, natation, danse, marche, tout sauf courir. Bon, et parallèlement donc à ces activités physiques, à vos activités professionnelles qui sont nombreuses et variées, vous avez une activité éditoriale fort soutenue puisque moins de 30 ans, vous avez déjà publié 2 ouvrages. Il y en a un 3e en route, toujours autour d'un thème qui vous est cher, d'un engagement qui vous est cher, ce sont les aidants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Exactement. Alors, les aidants, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, parce que malheureusement, il n'est pas non plus connu de tout le monde, ce sont toutes les personnes qui accompagnent régulièrement, pas forcément au quotidien, mais régulièrement, un de leurs proches, qu'il soit malade, âgé ou handicapé. Et c'est vrai que mon premier livre, Aidants, ces invisibles, était plutôt un état des lieux, une espèce d'alerte, parce que je trouvais que personne ne connaissait le sujet. Mais moi, je l'avais découvert en médecine de manière très fortuite. Je n'en avais jamais entendu parler dans un cours. Ce qui, quand même, en tant que médecin, me posait certaines questions et certains problèmes. C'est assez paradoxal. Oui, et très honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de progrès qui ont été faits de ce côté-là ces dernières années. Mais bon, et je me suis dit que le seul moyen de changer la situation des aidants au quotidien, c'était que ça passe par la société. Donc c'était pour ça que de ma thèse, on est passé vraiment à un livre. Et donc le prochain sera pas vraiment un état des lieux, mais sera à destination des aidants, des personnes qui s'occupent de leurs parents, cette fois-ci, âgés, malades ou handicapés, pour les accompagner et les aider au quotidien et dans cette démarche. Parce que ça fait 2-3 ans maintenant que je reçois des messages quasiment tous les jours d'aidants qui ont besoin de conseils concrets, qui se sentent seuls, qui ont l'impression que personne ne comprend ce qu'ils vivent, qui ne savent pas vers qui se tourner. Et donc je me suis dit que c'était important aussi de ne pas faire que de l'analyse et des essais, mais vraiment quelque chose qui aide directement et concrètement. Donc les aidants, c'est quasiment ignoré dans les facultés de médecine, ce que vous êtes en train de nous expliquer. Malheureusement. La santé publique, c'est le parent pauvre de la médecine ? Aussi.
aussi. J'ai choisi des sujets qui malheureusement n'étaient pas extrêmement populaires au départ. Donc c'est l'esprit de contradiction qui vous a fait choisir la santé publique en disant personne ne s'y intéresse, c'est pas normal, je vais le faire. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Parce que j'ai lu dans les différents articles qui vous étaient consacrés, vous avez hésité entre médecine et droit. Alors j'ai hésité entre médecine et droit, et à l'intérieur de la médecine, j'ai hésité entre chirurgie cardiaque et santé publique. Donc vraiment des domaines à chaque fois très différents. C'est la santé publique qui l'a emporté parce que j'aime tout ce qui est prévention et promotion de la santé et qu'on peut toujours avoir un petit peu de clinique avec la santé publique. Ça peut s'arranger, mais surtout en santé publique, ça nous permet de nous adresser aux populations plus générales et donc d'avoir un impact pas seulement sur une personne à la fois, mais plus large. Et puis il y avait aussi beaucoup d'international. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par santé publique ? Est-ce que vous pouvez donner une définition ? Parce que santé publique, on a l'impression que c'est un peu fourre-tout, on peut y mettre ce qu'on veut. C'est pas qu'une impression, ne serait-ce que parce que chaque médecin de santé publique quasiment a une carrière différente des autres médecins de santé publique. À l'intérieur de la santé publique, on peut mettre de la recherche. On en a entendu parler avec le Covid, d'épidémiologistes, les fameux épidémiologistes, il y en a beaucoup qui sont médecins de santé publique. On en a beaucoup qui sont orientés vers les statistiques. Et puis après, on a qui sont partis vers l'économie de la santé, d'autres vers le droit de la santé, d'autres, et c'est mon cas, vers la prévention et la promotion de la santé. Donc c'est plutôt la lutte contre les addictions, par exemple, les questions plus sociétales. Il y a aussi de l'humanitaire. Beaucoup. Et là aussi, vous prenez un peu le contre-pied d'une tendance bien française. On n'est pas trop sur le préventif en France, on est plutôt sur le curatif. On est d'accord. Comment vous expliquez c'est une bonne question, parce que ça fait des années et des années et des années qu'on entend dans la bouche de tous les ministres de la Santé à la suite qu'il faut mettre la prévention en numéro 1, et c'est toujours pas le cas. Moi, je vois la façon dont ça nous est enseigné en fac de médecine, de mon expérience personnelle, la prévention, on nous en parlait à peu près, relatif, mais on était surtout sur le curatif. Et d'ailleurs, le concours de l'internat à mon époque, c'était 3 ans à apprendre par cœur une liste de traitements ultra rares pour des pathologies qu'on verrait sûrement jamais dans notre vie, mais pas, on nous parlait pas du rhume ou du mal de gorge de base, et on nous parlait pas des populations, on nous parlait pas des addictions, on nous parlait pas vraiment de précarité, de choses comme ça. Donc, je dirais que si déjà l'enseignement des professionnels de santé n'est pas tourné vers la prévention, comment est-ce que vous voulez derrière que la société entière soit tournée vers la prévention ? Parce que ça repose quand même en partie sur les épaules des personnes qui soignent et qui sont en contact des gens. Donc, en santé publique, c'est votre métier, là, aujourd'hui. Donc, vous travaillez pour différents organismes. Vous travaillez notamment pour l'ONU. Vous avez un certain nombre de missions. Comment c'est perçu ? Est-ce que vous cherchez à donner plutôt une dimension internationale ? Vous parliez d'une ouverture internationale ? Alors, l'international a toujours été très important pour moi. Je travaille, j'ai une mission pour Expertise France, pour la Commission européenne, pas l'ONU, la Commission européenne. On fait des missions d'expertise. Celle sur laquelle je suis en ce moment se passe en Grèce. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ce que je fais globalement à l'heure actuelle, c'est vraiment du conseil, soit auprès d'institutions, comme ça, soit auprès de collectivités territoriales, par exemple, de temps en temps d'entreprises sur des points très précis de santé publique, parce que c'est très rare la santé publique, en particulier le domaine des aidants. Donc il y a besoin de coups de pouce, on va dire, sur le fond pour aider à monter des projets et à se rendre compte des besoins qu'il peut y avoir dans les territoires. Les aidants qui sont sentis un peu négligés par le Ségur, d'ailleurs. Je pense à toutes les associations d'aide à domicile qui n'ont pas été tellement soutenues, là, quand même. Alors, c'est 2 sujets différents. Moi, quand je parle des aidants, je parle des aidants qui sont non rémunérés, des aidants familiaux. Mais effectivement, les aides à domicile ont été assez oubliées par le Ségur. Et de manière plus générale, notre système de soins à domicile, pour moi, on a besoin de le retravailler aujourd'hui. Il y a un nombre d'incohérences assez impressionnant. Mais bien sûr, vous parlez des aidants familiaux, donc des proches, la famille, mais qui parfois... ont aussi leurs limites, leur emploi du temps professionnel, ou leurs limites tout simplement humaines, et qui ont besoin de professionnels, et qui ont du mal à trouver des professionnels. Exactement, ils ont du mal à trouver des professionnels. Alors en particulier pendant cette crise du Covid, qui rajoute encore une charge à la charge des aidants. C'est pas toujours simple de trouver quelqu'un qui puisse venir de manière régulière, qui soit formé correctement, qui sache prendre soin de la personne, avec qui le courant passe entre la personne et le patient. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Donc, heureusement, il y a des professionnels qui font un travail phénoménal en n'étant pas vraiment très bien ni considérés ni rémunérés. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail sur ce sujet. Donc, on le voit là, en vous écoutant, vous avez une vie bien remplie, tant par vos engagements citoyens, vos engagements professionnels. Je vais
dire un mot d'engagement citoyen. Vous avez même trouvé le temps, en 2017, à tenter votre chance là, aux législatives. Est-ce que c'est un atavisme familial ou si vous avez tourné la page de la politique ? Alors, ce serait difficile de dire que la politique n'est pas dans la famille, parce que quand il n'y a pas seulement papa, même ma grand-mère qui était la première femme élue à Friouville, la maman de mon papa, donc c'est vrai que c'est plutôt dans la famille. Je regrette absolument pas de l'avoir tenté. Avec le recul, je me dis qu'en 2017, j'étais encore interne en médecine et que j'étais pleine de bonne volonté. Mais que j'avais pas forcément le recul nécessaire qu'il aurait fallu à ce moment-là. Donc j'ai pas tourné la page de la politique, mais en ce moment j'ai trouvé une autre manière concrète d'être utile et d'agir. Donc j'y reviendrai peut-être un jour, mais je cherche pas à être élue à tout prix. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas tourné la page de la politique ? Est-ce que vous avez tourné la page macronienne ou vous vous sentez toujours proche du président de la République, enfin et de la politique qui l'impulse ? Alors, je suis plus dans aucun parti. J'ai un peu, c'est pas la page de Macron que j'ai tournée, c'est la page des partis. Je veux dire que j'ai un peu de mal en ce moment, en particulier depuis le Covid, avec ces lignes directrices où il faut adhérer à tout prix à toutes les idées. C'est pas mon style. Malheureusement, je suis une vraie centriste, ou plutôt heureusement, parce que moi je trouve ça chouette, avec certaines idées qui correspondraient plutôt à de la droite, certaines idées plutôt à la gauche. Je suis aussi très écolo. Le en même temps là. Eh ben je sais, c'était le en même temps, mais la philosophie du parti ne me convient plus non plus. Donc voilà, j'ai décidé de me battre directement pour mes idées et mes convictions sans passer à l'heure actuelle par un parti. Bon, ce qui m'amène à la question désagréable, on reviendra sur l'actualité après. Quand on est fille votre papa André Rossineau, pour ne pas le cacher, est quand même une personnalité connue, votre maman aussi, Françoise Rossineau-Cordelier, qui est aujourd'hui déléguée générale de l'Académie Goncourt. Est-ce que ça vous amuse, ça vous agace, ou vous en êtes fier quand on vous dit « mais vous n'êtes pas la fille de » Alors, j'en suis déjà très fière. Ce sont mes parents, je suis très fière des deux, de leur parcours, et il est hors de question de les renier, non, au contraire, j'en suis très fière. Après, il y a certaines choses qui sont plus énervantes que d'autres. Depuis des années, on m'a toujours dit que ma carrière était entièrement due à l'un de mes deux parents, parce que figurez-vous que entre un père médecin qui a fait de la politique et une mère qui est dans les bouquins, quand vous êtes médecin, que vous êtes intéressé à la politique et que vous écrivez un bouquin... Bon, c'est vrai que on peut trouver une certaine correspondance, mais donc ça, c'était particulièrement énervant et injuste, parce que papa n'a jamais passé ses études de médecine à ma place et maman n'a pas écrit le livre à ma place non plus. Donc, je laisse passer. De toute façon, j'y peux rien là-dessus. Mais je suis ravie d'avoir la chance de pouvoir échanger régulièrement avec eux, parce que c'est une richesse incroyable. Et ça, j'ai conscience que je suis extrêmement privilégiée. Dans un article que vous avez consacré Le Monde, vous avez été présenté comme l'as de la com, salué aussi pour votre fraîcheur et votre engagement, mais on rappelait aussi que votre assurance, que certains vous reprochent, agaçait autant qu'elle plaisait. Vous avez un côté cash. Est-ce que la notoriété à 30 ans, ça gère sur la durée ? Comment vous concevez ça ? Alors, je dirais que notoriété, c'est un petit peu exagéré. Parce qu'il y a eu une vague, plusieurs vagues malheureusement de Covid, on a eu besoin de médecins de santé publique. Donc j'ai été un peu propulsée pour en discuter à ce moment-là. Mais bon, pour moi, c'est pas une vraie notoriété. C'est surtout que je me suis rendu compte qu'on évoluait quand même dans un monde avec beaucoup de gens un petit peu hypocrites, un petit peu faux cul, et qu'on perdait beaucoup de temps à vouloir plaire à tout le monde, à essayer de trouver le bon ton pour passer partout, et que finalement, c'était pas forcément ni ce que les gens voulaient, ni même ce que j'avais envie de faire. Ça prend un temps fou d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Je pense qu'il vaut mieux être cash, honnête. Ça passe ou ça casse, mais... Ça n'empêche pas de passer partout, parce que maintenant, vous avez acquis quand même une notoriété médiatique. La preuve, je suis même chez vous aujourd'hui. Voilà, même à RCN. Donc, mais c'est vrai que moi, ça m'exaspère d'entendre des gens dire le contraire de ce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent que c'est ce que les gens veulent entendre à ce moment-là. Moi, je fais le pari que ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'on pense pour de vrai. Et au pire, tant pis. En tout cas, je prétendrai pas être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez que tous les politiques ont la compétence qu'ils affichent en matière de santé ? Ils affichent une compétence en matière de santé ? Oui. Est-ce qu'il y a des politiques qui, vous dites, sont là pour plaire ? Clairement pas. Il y en a quelques-uns, heureusement, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y en a beaucoup qui politisent les sujets de santé en ce moment.
parce que justement, ils pensent que c'est ce que les gens veulent entendre. Donc, ils se font même leur opinion personnelle en fonction de leur base électorale. Et ça, c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point, parce qu'en plus, c'est un danger pour la santé publique. On ne peut pas manipuler la science pour se faire élire. Donc, vous êtes en train de dire que, bon, vous avez déjà une certaine notoriété à 30 ans. Est-ce que vous calculez, est-ce que vous avez fixé un certain nombre de bornes pour votre parcours? Comment ça se gère sur la durée? Est-ce que vous imaginez ce que vous pourriez faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Alors, je dirais Comment vous vous projetez dans l'avenir? À 30 ans, c'est difficile d'imaginer ce qu'on fera à 60 ans. Hein. J'en connais pas beaucoup qui sont capables de le faire. Tout ce que je projette aujourd'hui, c'est que la situation me donne la chance de passer du temps pour écrire mes prochains livres et de passer du temps au contact des aidants. Donc, mon projet à l'heure actuelle, c'est vraiment de développer ça au maximum, d'échanger un maximum avec les gens du terrain, avec les proches aidants, avec des professionnels aussi, pour essayer d'avoir un impact concret sur plusieurs livres, avec des associations. Voilà, c'est ce que je projette. Mais aujourd'hui, regardez, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, qui aurait pensé qu'on aurait une pandémie pendant 2 ans au milieu qui bouleverse absolument tout? Donc, on va dire que je sais ce que j'aimerais faire, mais vous donner un timing particulier, c'est quand même très compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière pandémie qu'on vit, ou s'il y en a d'autres? Comment vous vous situez par rapport aux collapsologues ou à tous ceux pour qui l'avenir c'est le paradis, quoi? Alors, l'avenir, si on ne s'intéresse pas à la question du changement climatique, déjà, ce ne sera pas le paradis du tout. Donc, je fais partie des personnes pour qui le changement climatique est un sujet extrêmement important, et je me suis beaucoup engagée aussi à ce sujet-là. Donc, je ne fais pas partie des collapsologues, mais il faut avoir quand même une vraie conscience qu'on a un énorme enjeu et que le Covid ne doit pas non plus nous distraire de cette question-là. Est-ce que ce sera notre dernière pandémie? En tout cas, j'espère que ce sera la dernière pandémie de notre génération. Mais c'était pas la première, et ça me paraît assez hasardeux de dire qu'il n'y aura plus jamais aucune pandémie sur cette planète. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont en cours aussi. La pandémie du virus du VIH, elle est toujours en cours. On en parle beaucoup moins maintenant, mais ça reste une pandémie. Il n'y a toujours pas de vaccin. Il ne faut pas oublier qu'une pandémie, c'est juste une épidémie qui est présente sur différents continents. Et ça, c'est le cas du paludisme aussi. On retrouve le paludisme sur plusieurs continents, et on a aussi du mal avec ça. Donc, c'est malheureusement pas notre dernière pandémie. J'espère juste qu'on va réussir à avancer tous ensemble pour se coordonner le mieux possible. Parce que le Covid a quand même montré que sur certains points, on était bon dans la coordination entre pays, que sur d'autres, on avait des progrès à faire. Avant de revenir sur l'actualité, on va peut-être passer une respiration musicale. Vous avez dit déjà pas mal de choses. Et on va passer à un morceau que vous avez choisi personnellement. Et nous recevons aujourd'hui le docteur Hélène Rossineau. On vient de parler de son engagement personnel, professionnel, citoyen. On va maintenant parler un peu d'actualité. On avait déjà commencé de le faire. Docteur, est-ce que vous soutenez, après coup, les grévistes d'hier, tous les enseignants qui ont fait grève en disant on ne s'y retrouve pas avec les protocoles, on est fatigué, épuisé? Est-ce que finalement, c'était le bon moment de faire grève, là? Oui, une fois n'est pas coutume, je soutiens cette grève. Ça fait pas seulement des mois, ça fait 1 an et demi maintenant que les protocoles à l'école sont... Allez, je cherche une manière diplomate de le dire. Ils sont... Oui, dites le cash. Très moyens, voire complètement inadaptés. Ça dépend des protocoles et des moments, parce que ça a quand même beaucoup changé. Bon, pour le coup, est-ce qu'on va dire que vous n'êtes quand même pas dur, parce qu'on est face à une incertitude vaccinale, donc il faut se réadapter à chaque fois, là? Alors, la partie sur laquelle je suis dure, elle n'est pas sur les vaccins. Incertitude pandémique plutôt, pas vaccinale, pardon. Elle est sur le mode de transmission du Covid et le fait que je trouve que l'école n'a pas assez été protégée ces derniers mois. On a dû la fermer plusieurs fois parce qu'il y avait un nombre de contaminations extrêmement important, mais on aurait pu, on l'a demandé pour la première fois en septembre 2020, donc ça remonte un tout petit peu quand même, on l'a redemandé en septembre 2021, mais ça ne marchait toujours pas. On aurait pu protéger les écoles et protéger les enfants mieux que ça, parce qu'on sait depuis juillet 2020 maintenant que le Covid se transmet par ce qu'on appelle les aérosols. Un aérosol, il faut imaginer une fumée de cigarette. La fumée de cigarette, quand on est dans un lieu clos, déjà, le premier réflexe qu'on avait tous avant le Covid, c'était d'envoyer ceux qui fument à la fenêtre et d'ouvrir en grand pour aérer. Bon, imaginez que vous fumiez en dessous de votre masque, il y aurait quand même beaucoup moins de fumée qui sortirait.
Si vous fumez avec un FFP2, vous vous étouffez directement, la fumée ne sort pas. Bon, les aérosols, c'est exactement la même chose. Donc, si on avait, il y a 1 an et demi, investi sur la qualité de l'air à l'école, si on avait travaillé sur l'aération, la ventilation et des vrais protocoles basés sur ça, au lieu de rester sur le lavage de mains et l'espacement ça, entre vous avez les appelé, enfants. il y a 2 responsabilités conjointes, il y a à la fois l'État et les collectivités. Vous avez Exactement. milité pour l'installation de capteurs de CO2, de purificateurs d'air. Ça relève plutôt des collectivités. Est-ce qu'elles ont saisi la balle au bond, là, si j'ose dire? Est-ce qu'elles se sont un peu Je dirais que bougées, là? Je dirais que c'est partagé parce que la communication qui va avec, et la communication gouvernementale, cette fois-ci, était vraiment très, 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 très peu en faveur de l'aération. On retrouvait une ligne ou deux à la fin des protocoles en disant que ouvrir les fenêtres une fois de temps en temps, ce serait bien. Mais pendant vraiment assez longtemps, ça n'a pas été la priorité. Donc, comment est-ce que vous voulez que les collectivités derrière s'emparent des protocoles et se disent « Ah oui, la priorité, c'est l'aération. Regardez, il y a 2 lignes à la fin. » C'est pas là qu'on va mettre les efforts principaux. Donc, au fur et à mesure, elles sont devenues un peu plus coupables parce qu'on a commencé à en parler vraiment beaucoup et il y a des collectivités qui ont joué le jeu, qui Parce ont qu'on fait peut le dire job. qu'elles auraient pu y penser même avant la pandémie, quoi. C'est tout le problème aussi des compétences sur ces sujets. Toutes les collectivités ne sont pas toutes équipées de scientifiques capables de décrypter des protocoles. C'est pour ça que la partie pédagogie et communication me tient aussi beaucoup à cœur, parce qu'on ne peut pas espérer que ce soit les individus ou les collectivités se saisissent de ce sujet s'il n'y a pas de la pédagogie derrière, parce que c'est complètement naïf de penser que tout le monde a les compétences de comprendre les articles, de lire les articles et de tout décrypter. Donc, une communication claire, directe, honnête, et vraiment pédagogue, pas juste quelques phrases, mais expliquer le pourquoi du comment ça fonctionne. Je pense que ça aurait permis qu'on avance et qu'on protège les classes beaucoup plus. Et depuis hier soir, le gouvernement est plus clair, plus pédagogue dans les mesures ou... Plus pédagogue, toujours pas. Par contre, j'ai vu passer une mesure qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des masques FFP2 pour les enseignants. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est déjà le cas en Italie depuis le retour, là, depuis la rentrée. C'est vrai que, en particulier, quand on voit les incidences qui sont phénoménales, en ce moment, on n'a jamais connu ça. Plus personne n'en parle vraiment, mais j'ai regardé ce matin avant de venir, on est quand même à 2800 d'incidences au national. C'est, quand j'ai regardé le tableau pour regarder en Meurthe-et-Moselle, je me suis dit, c'est bien, on est sur la dernière colonne, donc je nous cherche, je baisse, je regarde, je fais, 2000 quand même. Et on va vous répondre, on va vous rétorquer que les personnes vaccinées, surtout à 3 doses, peuvent attraper le Covid sans connaître de formes graves. Tout à fait, et heureusement que le vaccin est là. Je vais aussi dire par contre que le vaccin n'est pas efficace à 100%, mais à 90%, qu'on a toujours entre 5 et 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées dans les personnes qui sont éligibles. Est-ce que vous comprenez les anti-vaccinés en disant c'est ma liberté là? Comment vous expliquez déjà cette perception de la liberté et puis cette réticence, voire cette opposition à se faire vacciner, qui n'est pas nouvelle, hein. Déjà au 19e siècle, on retrouvait déjà les mêmes formes. Hein. Alors je dirais que dans les non-vaccinés aujourd'hui, dans cette crise, il y a plusieurs types de personnes. Pour moi, il y a d'abord la catégorie de ceux qui sont pro-nature, médecine alternative et compagnie, qui sont anti-vaccins de manière générale. Pas que le vaccin Covid, anti-vaccin, tout vaccin. Parce qu'ils considèrent que c'est contre nature de se faire vacciner. Aussi, et que leur système immunitaire gérera tout. Cela, malheureusement, je pense qu'on n'arrivera jamais à les convaincre avec de la pédagogie. Du tout. Il y a ceux pour qui le vaccin Covid est devenu une arme politique. Anti-système, c'est effectivement le côté liberté, le côté je veux pas de ce vaccin de Macron, etc. Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette partie-là. Je ne sais pas si on peut les raisonner. C'est une vraie question. Et pour ces personnes-là, le pass vaccinal me paraît pas forcément une mauvaise solution non plus. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une frange de la population qui est précaire, que ce soit la précarité économique, la précarité sociale, l'isolement et même la précarité numérique. Ceux-là, ils ne sont pas du tout contre le vaccin, ils sont non vaccinés parce que aujourd'hui, ils ont du mal encore à avoir le vaccin. C'est pour ça que c'est extrêmement important de continuer le aller vers, d'aller faire des maraudes, d'aller faire des centres de vaccination, par exemple, pour les migrants et de continuer à aller voir les personnes âgées isolées. Ça, c'est très important et il y en a encore beaucoup. Et s'il y avait une seule bonne raison de se faire vacciner, ce serait laquelle, là ?
aujourd'hui, Oui. de se protéger soi et d'essayer de protéger l'hôpital. Parce que si vous voyez l'impact que ça a sur les autres patients, outre les patients Covid, si on sort même du Covid, tous les patients qui voient leur opération chirurgicale repoussée, les patients par exemple avec des cancers ou autres, qui ont besoin d'aller à l'hôpital et qui risquent de se faire contaminer aussi là-bas, ou qui ont des soins qui sont décalés. Et puis accessoirement, il y a toute une frange de la population, des malades chroniques, qui malheureusement, même avec 3 doses, ne répondent pas au vaccin. C'est le cas des patients greffés, c'est le cas des patients, par exemple, sous chimio. Il y en a. On ne parle pas de 10 personnes, là. On parle de centaines de milliers de personnes. Celles-là, elles ont fait 3, 4, parfois 5 doses. Ça marche toujours pas. Elles vivent la peur au ventre avec leur FFP2 sur le nez, pas remboursé. Donc, en plus, ça coûte extrêmement cher. Et elles aussi, c'est des citoyens comme nous, ils ont le droit de vivre. Vous évoquez l'hôpital, la protection de l'hôpital. Il y a une crise hospitalière depuis des années. On ferme régulièrement des lits. On nous a expliqué que c'était pour l'ambulatoire, ce qui peut être une très bonne chose. Mais quand même, est-ce qu'on n'a pas un peu, si j'ose dire, forcé la dose, quel que soit le gouvernement, depuis 15-20 ans, où on a fermé des lits? Aujourd'hui, il y a un manque de moyens, un manque de soignants. Comment vous... Alors ça, je crois qu'il va falloir qu'on reste après l'émission et qu'on continue à en parler. On parce verra que avec le directeur d'antenne. Ça, c'est un sujet extrêmement long parce qu'il n'y a pas que ça. Effectivement, on a fermé beaucoup de lits. On a aussi un problème, pour moi, en tout cas, sur le financement de l'hôpital qui dépend de l'acte, encore en majorité. Et qui, la T2A, comme on dit, la tarification à l'acte, c'était pas une bonne idée. C'était pas une très bonne idée. En fait, j'en comprends le principe parce que à l'origine, c'était fait pour valoriser chacune des actions. Mais du coup, toutes les actions plus humaines, la prévention, par exemple, mais pas que prendre du temps avec un patient pour pouvoir discuter avec lui, etc. Ça, c'est pas valorisé du tout. Ça n'existe pas. À partir du moment où ça n'existe pas dans les tableaux, c'est pas financé. Donc, malheureusement, il n'y a plus d'intérêt à le faire, en tout cas d'intérêt économique. Donc ça, c'était vraiment une énorme erreur. Et puis, on a quand même aussi beaucoup tapé sur la médecine de ville. Parce qu'on parle beaucoup de développer l'ambulatoire. Et développer l'ambulatoire, on peut le faire, mais si derrière, on n'a plus assez de médecins généralistes, si derrière, l'accès aux soins sur le territoire est compliqué, y compris l'accès aux spécialistes, si derrière, on en parlait, les auxiliaires de vie, les personnes qui permettent de vous maintenir à domicile, et les proches aidants, bien entendu, ne sont pas écoutés, pas valorisés, qu'on n'en prend pas soin, c'est des personnes qui vont retourner très vite à l'hôpital parce que le maintien à domicile ne va pas très bien fonctionner. Quand vous parlez des problèmes de la médecine de ville, on s'aperçoit que la désertification médicale touche aussi les centres urbains, tout à fait. Et notamment Nancy. Et un quartier en tête, il y a 3 médecins qui partent en retraite qui ne sont pas remplacés, mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que c'est quand même pas lié à la politique, j'allais dire, des universités et des professionnels, avec le fameux numerus clausus qui était un peu pour se protéger de la concurrence, qu'on va dire, non? Alors, le numerus clausus, on aurait dû l'ouvrir, en tout cas l'augmenter depuis des années, parce que ce que tout le monde oublie, c'est que ça prend minimum 10 ans pour former un médecin. Est-ce qu'il n'y a pas une politique, à dire, mandarinale Alors, le numerus clausus, il ne dépend pas des hostos. Ce coup-ci, c'est les ministères, les uns après les autres, qui fixent les numerus clausus. Un peu sous la pression, un peu des professionnels aussi. Plus ou moins, très sincèrement. En tout cas, ça dépend des spécialités. Pas vraiment, je dirais, sur la médecine générale. Mais on met du temps à former les gens. Et en plus, la façon dont parce que on vous avez est fait formé... plus de 10 ans d'études. Pour former un médecin, c'est donc, 10 ans. Quand on augmente le numerus clausus aujourd'hui, on aura les résultats dans 10 ans. Donc, c'est vrai que c'était plutôt il y a 20 ans qu'il fallait augmenter le numerus clausus. Et donc, c'est facile aujourd'hui de se plaindre qu'il n'y a pas assez de médecins. Comme ça, on l'entend vraiment beaucoup dans la classe politique. Quand on a été au pouvoir et qu'on n'a absolument rien fait sur ce côté-là... Vous leur dites restez discret. Voilà, c'est ça. Sur ce sujet-là, en tout cas... restez modeste. Restez modeste et remettez pas tout sur les médecins non plus, parce qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il peut. Et quand on voit les conditions dans lesquelles on exerce, en particulier en ville, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a des médecins qui ne peuvent plus prendre de patients avant un temps phénoménal parce qu'ils commencent à 7h du mat, à 22h, ils y sont encore et qu'ils ont aussi droit à une vie de famille. Y compris chez les spécialistes, pas seulement les médecins généralistes. Bien entendu. Pour prendre des rendez-vous d'une année sur l'autre, ou 6 mois, on entend toutes les familles se plaindre. Tout le monde en pâtit. Ça ne fait pas plaisir à un médecin de devoir refuser des patients, de devoir passer 10 minutes, un quart d'heure seulement avec eux. Alors, la télémédecine pourra donner un coup de main quand même, on commence à le voir. La télémédecine, est-ce que c'est vraiment la solution idéale? Est-ce que c'est vraiment la solution de demain? Alors, c'est pas la solution à tout. C'est la solution à des petits actes, par exemple, qui nécessitaient avant d'aller jusqu'à chez le médecin et de prendre un rendez-vous, de se déplacer, qui prenaient du temps, un renouvellement d'ordonnance, un renouvellement de pilules, par exemple, même une lecture de bilan sanguin.
Il n'y a pas vraiment besoin d'y aller. Et ça a été un des points positifs du Covid. C'est que comme ça devenait assez dangereux pour les gens de venir dans les cabinets médicaux, on a enfin dématérialisé rapidement une partie des actes. Et aujourd'hui, je pense que ça va rester comme ça. Mais est-ce que le médecin, surtout en milieu rural, on peut dire aussi en milieu urbain, c'est pas parfois le dernier contact humain pour les personnes âgées qui ne sont plus mobiles? Alors, pas forcément et le qui ne dernier. sont pas forcément équipés d'un ordinateur high-tech pour se brancher sur le site de télémédecine. Pas forcément le dernier, parce que malheureusement, surtout en milieu rural, c'est possible qu'il n'y ait plus de médecins autour d'eux. Oui. J'aurais tendance à dire que leur dernier contact, c'est plutôt la poste. J'en ai discuté avec ma postière il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que eux restent les derniers à aller tous les jours au domicile des personnes âgées, y compris dans les endroits les plus reculés. C'est pour ça que je trouve intéressant de faire des initiatives en particulier avec eux. Mais les médecins restent extrêmement importants. Est-ce que vous sentez aujourd'hui l'amorce de l'ombre d'un début de prise de conscience de la classe politique pour dire on peut peut-être pas attendre 10 ans, il faut trouver peut-être d'autres formules, ouvrir le numerus clausus, parce que si je vous écoute, là, il faut encore attendre 10 ans, et dans 10 ans, il y aura la moitié des médecins qui seront en retraite. Alors, il a déjà un peu augmenté ces dernières années, donc on n'est plus à 10 ans, on doit être à 6-7. Si on fait le compte, on va dire que c'est mieux que rien. Moi, ma problématique, c'est qu'on tombe assez facilement de l'autre côté dans la démagogie en se disant, on peut rien faire pour le nombre, donc il faut qu'on trouve quelque chose de rapide, parce qu'il y a besoin de solutions maintenant, et puis que si je règle pas le problème, ou si je propose pas quelque chose, ça va pas. Il y a des problèmes sur lesquels il faut accepter que malheureusement, on puisse pas trouver une solution du jour au lendemain. On parle beaucoup de forcer les médecins à s'installer, par exemple, 2 ou 3 ans dans un territoire. Oui, est-ce que c'est pas une bonne idée, ça, quand même? Alors, moi, je trouve qu'en théorie, elle s'entend. En pratique, le but d'un médecin, en particulier d'un médecin traitant, c'est de suivre des personnes sur le long terme, déjà. Donc, si on les laisse 3 ans à un endroit et qu'après, ils repartent ailleurs, c'est pas très bon pour la prise en charge. Et en plus, il faut pas oublier qu'avec entre 10 et 15 ans d'études selon les spécialités, souvent, quand on finit à 30 et quelques années, on a des enfants, on a une famille qui habitent en général ailleurs, et c'est toujours très compliqué de déplacer les familles. Si, malheureusement, le milieu rural, par exemple... Il y a des pays qui le pratiquent avec des primes. Je crois que c'est au Canada. Là. Les médecins n'ont pas le choix. Les primes. Oui, il y a ou un taux de remboursement qui diminue quand ils sont installés en ville et qui augmente quand ils sont installés dans des zones plutôt reculées. Et Dieu sait s'il y en a au Canada. Là. Mais ça reste un choix. Et c'est même si on va dire qu'il y a une carotte et un bâton, ça reste un choix. Plutôt la carotte que le bâton, quoi. C'est plutôt la carotte que le bâton. Mais quand on regarde les endroits où il n'y a pas de médecins, en particulier en milieu rural, est-ce qu'il y a des postes? Est-ce qu'il y a des bars? Est-ce qu'il y a des restaurants? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des boulangeries? Pas non plus, en général. Donc, le dernier service public, c'est souvent l'école, et encore. C'est ça. Donc, et la poste. Avant de penser à envoyer le médecin dans un endroit où il n'y aura rien, même pour sa famille, il faut peut-être penser à retravailler sur notre vision de la ruralité, sur les transports en commun. Aujourd'hui, si vous voulez aller en bus quelque part qui soit en dehors des métropoles ou des grandes villes, je vous souhaite bon courage. Vous n'en aurez pas beaucoup des bus pour y aller. Tout le monde est encore en voiture. Donc, moi, je trouve ça toujours très démago de dire c'est de la faute du médecin, il ne veut pas aller s'installer à un endroit où aucun autre commerce ne va s'installer non plus, parce que la politique locale a été complètement désertée. Je vais vous parler maintenant d'un de vos collègues qui vous a donné souvent de l'urticaire. C'est le professeur Raoult. C'est un naufrage ou alors c'est un combat, un baroud d'honneur. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a fait extrêmement de mal à la science et à l'image de la France d'ailleurs dans le monde au niveau scientifique. Pourtant, c'est un grand épidémiologiste. Il était présenté comme ça. Enfin, il a pas quand même un certain nombre de virologue. Virologue, donc quelqu'un en laboratoire qui s'occupait des virus et qui ne prenait pas en charge des patients. Mais surtout. Il a fait quelque chose d'assez incompréhensible pour moi. On a le droit, malheureusement, d'avoir des trajectoires un peu différentes. On a vu des prix Nobel aussi devenir complètement complotistes et tomber dans des discours assez extrêmes. Il a fait quelque chose que je lui reproche énormément, en particulier au début, c'est-à-dire ne pas respecter la façon dont on travaille en science, c'est-à-dire quand on a une hypothèse et qu'on fait une étude. Ça veut dire qu'il y a des études randomisées. Exactement. Alors, je passe la méthode, la façon de faire lamentable. Des procédures. Et des procédures, mais normalement, on fait revoir par les pairs, c'est-à-dire qu'on partage ces découvertes entre scientifiques pour qu'elles soient analysées par les autres, pour qu'elles puissent être critiquées, et ensuite seulement on publie. Lui, il a fait une vidéo sur YouTube en disant
j'ai le remède à tout. Mais justement, docteur, aujourd'hui, est-ce qu'il faut lui reprocher ça finalement à Raoult? Est-ce qu'il il s'est pas inspiré un peu de l'ère du temps où on voit aujourd'hui pas mal de pré-publications sur des plateformes prétendument scientifiques? Est-ce que c'est pas un vrai problème? Alors pour moi, c'est très différent. Ce qu'on appelle un préprint, donc une prépublication, oui. Déjà, c'est des sites où on sait que ce sont des préprints et c'est écrit en gros que ça veut dire que ça en est encore au stade où ça n'a pas été revu par les pairs. Et ces sites permettent... Est-ce qu'il y a besoin de faire du préprint? En fait, ils permettent à la communauté scientifique d'aller commenter directement sur l'article. Et donc, c'est en général pris en compte. Et d'ailleurs, c'est souvent pris en compte dans le processus de publication, mais ça ne compte pas comme une vraie publication. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Moi, ce que je reproche, c'est d'avoir dit « j'ai la solution miracle qui va tout résoudre », alors qu'en plus, normalement, il aurait dû savoir que son étude était quand même avait une méthodologie plus que foireuse. Et derrière, au lieu de reconnaître qu'il avait eu tort, ce qui aurait été assez noble et intelligent, il s'est enfoncé en continuant à dire que non, on était tous contre lui et que même si la communauté scientifique entière était d'accord sur le sujet, que lui avait raison. Et au fur et à mesure, on a vu une dérive même sur les réseaux sociaux de soutien à des menaces, de retweets sur Twitter d'articles qui appelaient qui menaçaient les médecins. Il a reçu quand même des visites quand même importantes. Hein. Il a vu 2 fois le président de la République, ce qui peut être interprété comme une forme de soutien. Il est passé en jugement devant ses pairs qui n'ont pas été diablement sévères, qu'on va dire. La décision a été frappée d'appel, donc on verra ce que ça donne. Comment se fait-il qu'il bénéficie d'une sorte quand même de relative écoute? Alors, il faudrait poser la question directement au président de la République. Moi, j'ai été atterrée de ces visites. Comme je suis atterrée de l'autre côté qu'on puisse recevoir pour déjeuner certains médecins qui soutiennent des thèses assez fantasques ou qui retweetent aussi des appels, des menaces ou des articles de certains journaux qui appellent à décapiter des médecins. Cette façon de considérer la science comme une opinion et donc d'accepter d'aller voir tout le monde, même si on sait que certaines opinions sont complètement erronées, parce que ça se vaudrait, entre guillemets. C'est la même chose que les débats qu'on voit dans certains médias, on met un pour, un contre. Est-ce que c'est pas un peu le vrai problème de la France, le rapport à la science, le rapport à tout ce qui est scientifique? On n'a pas une grande culture scientifique. Il n'y a pas qu'en France. Est-ce que c'est pas tout le problème du rapport entre science et connaissance et croyance, comme on dit? Il n'y a pas qu'en France, on l'a vu vraiment partout. Et moi, je pense que le problème est plus profond que ça. Alors, effectivement, il y a un manque de connaissances scientifiques et de connaissances sur la procédure en tant que telle, de connaissances de la lecture d'articles, mais ça, c'est des choses extrêmement spécialisées. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a une culture de l'immédiateté. On veut absolument avoir une réponse à tout de suite. Je peux le comprendre en particulier sur le Covid, ça fait peur, c'était une maladie qu'on ne connaissait pas, donc quelqu'un qui arrive en disant c'est bon, j'ai la solution, c'est rassurant. Et on ne connaît pas tout encore aujourd'hui. Mais bien sûr que non. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter normalement. Quand on est dans la démarche scientifique, on doit accepter que ce qu'on connaît, on le connaît un jour J avec les données du jour et que ça va évoluer au fur et à mesure. Mais on a une culture du clash aussi. Et je trouve qu'on a dévalorisé complètement l'opinion au profit de la politique, au profit des audiences. Et ça, on le voit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit... Est-ce que ça ne traduit pas une inquiétude? Vous parlez de la culture pas de la culture, un constat de l'immédiateté. La dictature de l'immédiateté, avait même dit Emmanuel Macron, un point de vue qui est assez partagé. Est-ce que c'est pas aussi, à la fois d'un côté, ceux qui sont complètement réfractaires à la vaccination, mais l'immense majorité des gens souhaitent être soignés. Est-ce que c'est pas derrière la question, peut-on guérir de tout? Et peut-on tout soigner? On part dans de la philosophie, là, effectivement. Il y a cette question-là, mais moi, je trouve que le débat s'applique dans d'autres sujets. La culture de l'immédiateté, on le voit partout. Vous en parliez juste avant. Vouloir résoudre les déserts médicaux de manière immédiate, c'est compliqué. C'est même complètement impossible. Aujourd'hui, on n'arrive pas à accepter qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas obtenir tout de suite. Qu'il faille prendre du temps, qu'il faille réfléchir. Alors par contre, autant ce processus est important, autant quand on a des vraies connaissances solides sur un sujet, par exemple la transmission aérosol, c'est incompréhensible qu'on n'agisse pas. Donc il y a 2 choses à ne pas confondre. C'est-à-dire que les débats, la progression et la réflexion, c'est important de prendre son temps et de l'expliquer. Par contre, en étant très, très concret, je ne fais pas seulement de la philosophie. Quand je vous demande est-ce qu'on peut guérir de tout, est-ce qu'on peut
tout soigner? Est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi un problème d'accès aux soins aujourd'hui, hein? Il dit pour des raisons géographiques, mais pour des raisons sociales aussi, parfois. Est-ce qu'à terme, c'est pas croire à la science que de dire, ma foi, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Est-ce que, par exemple, de greffer un cœur de porc sur un humain, est-ce que c'est pas, ça ouvre pas la porte, j'adore, à d'autres expérimentations, à d'autres innovations, même si ça peut surprendre, voire choquer? Alors, on ne peut pas guérir de tout, mais on peut essayer. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que moi, je trouve fantastique avec la science. Vous l'avez dit, c'est aussi l'innovation. C'est l'imagination de certains scientifiques qui vont se dire, on pourrait peut-être tenter ça. Bien entendu, ça va rater un sacré nombre de fois avant que ça fonctionne. Mais tant que c'est bien fait dans de bonnes conditions et dans des conditions qui sont éthiques, ça, j'y tiens quand même, ça, c'est fascinant. Mais non, on ne peut pas guérir de tout. Et on a un problème aussi avec ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye de tout repousser. On n'accepte pas que on va tous mourir à un moment. Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui veut trop se protéger, finalement? C'est difficile de trop se protéger. En tout cas, on ne peut pas le reprocher à une société de vouloir... Ça fait peur. C'est très compliqué d'accepter qu'on va tous mourir, d'accepter que vous, que moi, à un moment, on risque d'être malade, on risque pas, c'est sûr. On va mourir à un moment, que nos proches vont mourir, et de se dire que... oui, que ce sera terminé. Donc, il y a déjà une sorte de deuil à réussir à faire de notre propre vie, entre guillemets, qui nous permet derrière, une fois qu'on l'a accepté, de réfléchir de manière plus posée, si possible, avec le moins d'angoisse possible. Aujourd'hui, on est vraiment... Mais ça, c'est la science qui le permet. Pas que. La philosophie aide aussi beaucoup. Et la littérature. Et la réflexion. Il n'y a pas besoin... C'est des discussions qu'on peut avoir en famille. C'est des réflexions qu'on peut avoir soi-même. Il faut réfléchir. C'est important de réfléchir aussi à ça comme sujet. Tiens, je vous parlais justement de littérature, avant qu'on passe là, au questionnaire de Proust, qui est le rendez-vous incontournable de l'émission. Vous ne m'avez pas parlé de vos lectures. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous avez encore le temps de lire? Et qu'est-ce que vous aimez lire? Alors, vous allez peut-être être un peu étonné, mais j'aime beaucoup le théâtre. Et les classiques. J'adore Molière, par exemple. On en parle beaucoup. Oui, je sais qu'on en parle beaucoup. C'était pas fait exprès sur le timing. Mais depuis que j'étais en seconde humaniste à Nancy, pour être très honnête, et que j'ai découvert les mises en scène de Molière, et que je me souviens très bien que mon enseignante, Madame Gara à l'époque, bonjour Madame Gara, nous faisait mettre en scène et jouer nous-mêmes des pièces de théâtre, tout un tas, que ce soit en prose ou en vers, Racine, Corneille, etc. J'adorais ça. Ça m'a fascinée. Ça et la poésie. Les livres, j'en lis, j'en bouquine en particulier l'été. J'ai de la chance. Donc vous connaissez par cœur Médecin malgré lui. Je préfère l'Avare. Vous préférez l'Avare. La grande tirade au voleur, à l'assassin, au meurtrier, celle-là, je l'adore. Je l'avais joué, je crois, en seconde, quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais oublié depuis. Sinon, les romans, j'en bouquine. J'ai eu une chance incroyable, vous le disiez en tout début d'émission, d'avoir la déléguée générale de l'Académie Goncourt dans ma famille. Donc, pendant l'été... Et qui vous dit, ma fille, il faut que tu penses à lire. Non. Qui, quand je pars en vacances avec elle, amène un énorme carton de livres avec tous les bouquins de la rentrée littéraire qui ne sont pas encore sortis. Donc ça, j'ai conscience que c'est une chance phénoménale. Exactement, que je peux piocher tout l'été tranquillement dans les romans. Votre auteur préféré, alors, aujourd'hui? C'est très difficile à dire parce que j'en aurais pas forcément un. Je suis plus touchée par des livres en particulier. Vous êtes plutôt littérature française, littérature américaine? Alors, j'adore les polars. Vous adorez les polars? J'adore les polars. Par exemple, sur la France, j'aime beaucoup Fred Vargas, mais c'est pas la seule. J'ai grandi, parce que vous l'avez dit, j'ai 31, j'ai grandi avec Harry Potter. Donc j'aime Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc. Mais tout à fait respectable. Oui, Harry Potter est très respectable. Tout à fait. J'aime aussi beaucoup, par exemple, Amélie Nothomb, ou Tatiana Dronet, ou David Fuenquinos. Comme parfois, je peux piocher un bas d'Inter, un peu de tout. J'ai pas une vraie préférence, quelqu'un vous êtes qui plutôt dirait, éclectique. cette personne-là, j'adore tous ses livres du début jusqu'à la fin. On va passer maintenant au questionnaire de Proust, justement. Mon Dieu, c'est parti. Si vous n'aviez... Donc, il est revisité, le questionnaire, par différentes sources, par mes soins. Si vous n'aviez pas été vous-même, qu'auriez-vous aimé être? Qui auriez-vous aimé être? Eh bien, je pense que ma réponse maintenant ne serait pas la même que celle d'il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, que j'assume défauts et qualités entières, mais je suis contente d'être moi. Le plat que vous préférez? Vous êtes gourmande? J'adore manger. Ça. Et votre plat préféré? Ça, c'est vraiment très compliqué. J'adore la raclette
et la choucroute aussi, mais pas que. Ouais, et le fromage et la baguette avec un bon petit verre de vin rouge. Ouais, cette saison. Il n'y a pas de saison ni pour le fromage, ni pour la raclette, ni pour la baguette. On peut même en manger en été. Vous savez, la bonne nourriture, c'est n'importe quand. Votre principale qualité? Je dirais que c'est d'être honnête. Votre principal défaut? Impatiente. Ça. Le mot que vous préférez? P. Le mot que vous détestez le plus? Violence. Le personnage historique que vous préférez? Ou la personnalité? Jusqu'où on peut remonter dans l'histoire? C'est toujours une bonne question. Vous pouvez remonter jusqu'au pré-socratique si vous voulez, même avant. Hein. Et plutôt dans le sens, non, j'aurais tendance à dire, en tout cas plus récemment, Simone Veil ou mes grands-parents, qui malheureusement sont tous décédés, donc pour moi c'est... Simone Veil avec un V ou un W? La Simone Veil de l'avortement. Votre idée du bonheur? Ce serait d'être capable de visiter au moins une fois chacun des pays du monde. Et pour l'instant, vous avez visité combien là? C'est une bonne question. Pas mal, mais j'ai pas encore visité le continent asiatique, par exemple. Et ça vous tente hein? Ça me tente beaucoup. Pas en ce moment, mais... Qu'est-ce qui vous tente? La Chine, le Japon, la Corée, le Japon d'abord. Le Japon d'abord, la Chine juste ensuite, le Vietnam, par exemple. C'est ça, j'en rêve. Et vraiment d'aller me balader, pas juste d'arriver dans une ville et de regarder autour de moi, mais vraiment d'aller discuter, d'aller échanger. Et découvrir, bien entendu, les spécialités culinaires locales. Votre crainte la plus forte? Que ma mère meure. Et votre espoir le plus fou? Mon espoir le plus fou. Ce serait qu'on arrête de se monter les uns contre les autres et que enfin, on prenne le temps d'échanger ensemble en tant que société. Ça relève de l'espoir assez fou, malheureusement, en ce moment. Et maintenant, je vais peut-être vous demander, Hélène, ce que vous n'avez jamais osé dire publiquement et que vous auriez envie d'exprimer aujourd'hui. Alors, figurez-vous que ça doit bien faire 3 semaines que vous m'avez donné cette question. Oui, je ne vous ai pas pris en traître. Là. Non. Et ça fait 3 semaines que je la retourne dans tous les sens, celle-là. Oui. Parce que je pense qu'à côté d'impatiente, on aurait pu rajouter quelque chose d'autre. C'est bavarde. Et que j'ai même interrogé mes proches. J'ai même interrogé mes proches. Figurez-vous que je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas dit à qui que ce soit. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je l'ai vraiment retourné. Je vous promets que j'ai fait l'effort. Mais je n'ai pas trouvé. J'en ai au moins parlé à un de mes proches à chaque fois. Donc vous allez parvenir à rester silencieuse au moins pendant 10 secondes. Là. Ça va être difficile. Si vraiment il faut, des blancs en radio, c'est quand même pas bon. Attendez, on se concentre. Est-ce qu'on oubliait quelque chose là, dans l'émission? Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez souhaité aborder, qu'on n'a pas abordé? Attendez, je suis toujours sur mes 10 secondes de choses que... Oui. Là, vous me mettez un peu dans l'embarras. Donc... que je n'ai pas dit. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. C'est très sincèrement, si on pouvait retenir un message, ce serait déjà d'arrêter de se taper les uns sur les autres. Je sais que ça fait naïf et innocent de dire ça, mais quand on voit le niveau de violence à l'heure actuelle dans tous les domaines, pas que sur le Covid. Quand on voit les élus qui sont attaqués, mais oui, les élus qui sont attaqués, menacés, là. Les menaces de mort que reçoivent les médecins, mais même dans les débats, on a l'impression que les gens se sautent à la gorge dès qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. C'est le signe de quoi? D'une société fatiguée, épuisée? On est dans une fin de cycle ou c'est lié uniquement, c'est conjoncturel, c'est lié au Covid? Épuisée, un peu égoïste, je pense. Très honnêtement, parce que nous, on se saute à la gorge et on oublie complètement qu'on a des continents entiers qui auraient besoin de notre aide. Et ça n'a pas l'air de nous intéresser vraiment beaucoup. Donc, se regarder les uns les autres et éviter de se taper dessus, ce serait le message que je voudrais faire passer. Hélène Rossineau, merci pour votre fraîcheur, pour votre franchise. C'était un plaisir. Ce bavardage qui, j'espère, n'a pas ennuyé les auditeurs. Et on va terminer par Stromae. RCN, www.rcn-radio.org